Bonjour, dans cette vidéo, je vais étudier le pendule simple d'un point de vue énergétique et je vais regarder ce qui se passe uniquement à proximité de la position d'équilibre. Donc je vais étudier les petites oscillations du pendule simple d'un point de vue énergétique. Alors on peut également le faire en appliquant le principe fondamental de la dynamique, hein. Donc il y a plusieurs façons en fait de traiter le pendule simple. Donc là, je vais vraiment me focaliser je vais travailler avec l'énergie potentielle. Et l'idée, c'est d'approximer en fait l'expression de l'énergie potentielle, c'est la courbe que vous voyez ici là, qui redescend, par une fonction parabolique. Et en faisant ça, en fait, je vais me rendre compte que je vais considérer que le pendule simple, à proximité de sa position d'équilibre, se comporte, vérifie une équation d'un oscillateur harmonique, hein, un peu comme un masse-ressort. Voilà, donc on va commencer par, premier temps, écrire l'énergie potentielle du système. Ensuite, trouver la position d'équilibre, donc ça va être assez rapide. Puis trouver la courbe qui approxime le mieux l'énergie potentielle à proximité de la position d'équilibre. Et puis trouver qu'effectivement, c'est un oscillateur harmonique. Voilà, j'ai refait le schéma. Donc première chose que je fais, c'est que j'écris l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique est composée de l'énergie cinétique. Et là, je mets V carré, mais V carré pour le pendule simple, si j'appelle L cette longueur, c'est L θ point. Hein, la vitesse du pendule simple, hein, du mobile, c'est L θ point. Il y a c'est de la vitesse orthoradiale en fait. Donc c'est L θ point au carré. Et l'énergie potentielle, on regarde le système, il n'y a que le poids qui travaille. Hein, il n'y a que le poids qui va une contribution énergétique. La tension du fil qui est selon le fil, elle est toujours perpendiculaire au déplacement. Donc c'est une force qui ne travaille pas. Elle joue un rôle évidemment, hein, sinon la masse elle tombe par terre. Mais du point de vue énergétique, sa puissance est nulle, le travail qu'elle fournit est nul. Et quand on voit ces notations, l'énergie potentielle de la masse, de pesanteur, c'est moins mgx. Pourquoi moins? Parce que l'axe vertical, il est descendant. Donc c'est moins mgx. Et tout de suite, je vais projeter la position de la masse sur l'axe vertical, et c'est L cos θ. Donc c'est moins mgl cos θ. Donc ici, vous avez l'énergie potentielle, et ici, l'énergie cinétique. Donc maintenant, je vais focaliser mon attention sur l'énergie potentielle, sur ce terme-là. Donc le terme qui est là, moins mgl cos θ. Je vais essayer de trouver d'approximer, d'avoir une expression simplifiée de l'énergie potentielle. Donc c'est pas une expression exacte, mais une expression simplifiée qui va me permettre d'étudier les petites oscillations autour des positions d'équilibre stable. Alors je vous rappelle les conditions pour avoir une position d'équilibre stable. La première, c'est que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à θ est nulle. Hein, effectivement, lorsque une position d'équilibre, ça correspond à une cuvette de potentiel. Donc vous imaginez un profil en forme de cuvette. Et quand vous êtes en bas, tout en bas, c'est plat. Hein, par calcul, ça s'écrit comme ça. D2P sur D2θ égale 0. Et quand j'écris ça, en fait, ça va me permettre de trouver les positions d'équilibre. Donc pour l'instant, je ne les connais pas, mais vous verrez que c'est immédiat. Hein. Deuxième critère qui doit être vérifié, c'est que quand je dérive une seconde fois, il faut que la dérivée seconde, elle soit strictement positive. Hein, ça veut dire que la cuvette, c'est bien une cuvette de potentiel. Hein, si la dérivée seconde est négative, ça fait une sorte de montagne. Et ça correspond à une position d'équilibre qui est instable. C'est-à-dire que quand vous y êtes, le système il va certainement, à un moment ou à un autre, s'éloigner définitivement de la position d'équilibre. Donc il y a ces deux conditions. Ça veut dire qu'il va falloir que je dérive ce truc-là par rapport à θ, et puis une première fois, et puis une seconde fois. Donc c'est immédiat. Je peux l'écrire ici. Quand je dérive ça, ça donne mgl sinus θ. Je l'écris directement. Et quand je le dérive une seconde fois,
par rapport à θ, hein, faites bien attention, la méthode que je suis en train de mettre en œuvre, elle est assez calculatoire. En fait, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des calculs. Hein, il y a quand même un schéma, mais en gros, ce que vous allez voir, surtout, c'est des calculs. Donc évidemment, ce qui risque d'arriver, c'est qu'au bout d'un moment, vous savez plus trop, en fait, vous faites les calculs, mais en fait, vous ne comprenez plus trop ce que vous êtes en train de faire. Bon, c'est un peu le désavantage de cette approche, hein. Il y a beaucoup de calculs. Je dérive une seconde fois, donc MGL c'est un terme constant, donc je le laisse en facteur, et le sinus redevient un cosinus. Alors la condition MGL sinus θ égale 0, donc cette condition-là, et ben ça va arriver chaque fois que θ c'est n fois pi, où n appartient ouais, on va dire aux entiers, où je pourrais mettre z, hein, mais bon, c'est pas très grave parce que de toute façon, lorsque vous avez fait vous rajoutez 2 pi, en fait, vous revenez le pendule revient dans le même état. Donc c'est largement suffisant d'écrire ça. Et si on regarde la condition, donc les θ équilibres s'écrivent comme ça, et si on calcule la dérivée seconde, pour chacune de ces positions d'équilibre, et ben, je remplace nπ là-dedans, et en fait, lorsque n est pair, le cosinus y vaut 1. Hein, par exemple, cosinus de 0, cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de pi, ça fait 1 de nouveau, etc. Et chaque fois que n est impair, le cosinus y vaut moins 1. Par exemple, cosinus de pi. Cosinus de pi, ça vaut moins 1. Cosinus de 3pi, ça vaut moins 1, etc. Donc, je peux l'écrire comme ceci. MGL, moins 1, exposant n. Je peux l'écrire comme ça. Effectivement, lorsque n est pair, ce truc-là, il vaut 1. Et lorsque n est impair, ce truc-là, il vaut moins 1. Et la condition, c'est... il faut que ce soit positif. Donc, finalement, ça exclut toutes les positions d'équilibre avec n impair, qui sont du coup des positions d'équilibre stable. Donc on a une première conclusion. Les θ équilibres, ça vaut 2, je vais écrire comme ça, 2 kpi avec k qui appartient à n. Ces positions d'équilibre sont stables. Donc, comme je vous disais, je n'ai écrit que des calculs. Et j'ai quand même une conclusion. Donc le défaut de cette méthode, c'est qu'elle est un petit peu, on va dire, hors sol. Hein. C'est quand même, on est assez éloigné en fait du système réel, quoi. Hein, là, j'ai représenté le pendule simple, mais je m'en suis juste servi pour écrire ça. Tout le reste, c'est que des calculs. Donc c'est l'avantage de la méthode, c'est que des calculs. Le désavantage, c'est qu'il y a un moment donné, on ne comprend pas forcément ce qu'on est en train de faire. Ces positions d'équilibre sont stables. Évidemment, comme un angle il est défini à 2 pi près, eh ben, je me rends compte que la position d'équilibre, je vais prendre θ égale 0. Hein, θ égale 2 pi ou moins 2, enfin, j'aurais pu mettre k appartenant à z, hein, les entiers relatifs, ça marchait aussi. Mais quand je fais 2 pi, en fait, je reviens dans le même état. Donc là, en fait, il n'y a qu'une seule position d'équilibre, c'est θ égale 0. Donc une fois que je connais cette position d'équilibre, l'idée c'est de se regarder, est-ce que je ne peux pas trouver une expression approchée de ce truc-là autour de θ égale 0. Voilà, je reprends le calcul. Donc j'ai quand même mis l'essentiel. Hein, donc la position d'équilibre stable, c'est θ équilibre égale 0. Là, l'expression de l'énergie potentielle. J'ai mis les deux dérivées suivantes. C'est vraiment très simple. Hein. J'ai rappelé l'expression de l'énergie mécanique. Et donc je vais, à partir de là, moi ce que je veux, c'est avoir une approximation de l'énergie potentielle. Hein, donc je veux une expression approchée. Donc je vais l'écrire comme ça, de l'énergie potentielle en fonction de θ.
Alors pour ça, j'utilise la formule de Taylor. Donc l'énergie potentielle, donc ça, on appelle ça l'approximation à l'ordre 0. C'est-à-dire que la fonction autour de θ qui vaut θ équilibre, vraiment l'ordre 0, c'est bon, ça vaut à peu près l'énergie potentielle en θ équilibre. Je continue un petit peu. Je prends la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à θ, et c'est important, je l'évalue en θ équilibre. Donc ça, c'est important. Évaluer. Donc cette expression évaluée en θ équilibre. Ça veut dire que c'est une constante. Hein, ça ne dépend pas de θ. Donc ça, on voit souvent cette erreur. Hein. Bon, c'est une erreur classique hein, qu'on fait au début, quand on n'a pas trop l'habitude. Je continue mon calcul en dessous. Hein, donc c'est plus. Le terme suivant, c'est 1 demi. Et cette fois-ci, c'est la dérivée seconde. Donc dans mon calcul, hein, ça commence là, ça continue ici. Et ici, on a fois θ moins θ équilibre au carré. Évidemment, on pourrait comme ça s'amuser à rajouter des termes. Mais en fait, moi, ces termes-là, la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est qu'ils sont vraiment très très petits. Ils sont négligeables en fait par rapport à tout le reste lorsque θ s'approche de θ équilibre, lorsque θ est proche de l'équilibre. Lorsque je suis à l'équilibre, donc θ équilibre est là, je regarde la valeur de la dérivée. Voilà. On le voit un petit peu. Et bien ce truc-là, il vaut 0, hein, tout ce terme-là. Ça tend vers. Ça tend pas, c'est égal à 0. Donc ce qui fait que tout ce terme-là, si ça c'est nul, ben, vous pouvez multiplier par ce que vous voulez, de toute façon ça va faire 0. Donc tout ce terme-là, il disparaît. Maintenant, je m'intéresse à ce terme-là. Donc j'utilise cette expression-là. Et je l'évalue en θ équilibre. Hein, ça c'est marqué ici, hein, c'est important d'évaluer la grandeur en θ équilibre. Et quand je regarde, vous avez, ça vaut MGL, cosinus de 0, donc ça vaut MGL. Donc je vais réécrire l'expression. Alors pour s'y retrouver un petit peu, ce que vous pouvez faire pour garder le fil, en fait, vous pouvez faire le tableau suivant. θ équilibre. Là, bon, ça c'est pas très. Vous pouvez faire le tableau suivant. Alors ici, c'est peut-être un peu trop parce qu'il n'y a qu'une seule position d'équilibre, mais si vous avez un système un petit peu plus compliqué dans lequel il y a d'autres positions d'équilibre, là il n'y en a qu'une seule, et la dérivée seconde, hein, qui est ici, c'est MGL. Le fait de mettre sous forme d'un tableau, ça organise un petit peu, on va dire, votre feuille quand vous faites les calculs, et ça permet aussi de centraliser les informations principales. Donc s'il y avait d'autres positions d'équilibre, en fait je rajouterais, pour une autre position d'équilibre, on aurait telle valeur de la dérivée seconde, et bien sûr je ne regarde que les dérivées secondes qui sont positives. Donc j'aurais écrit l'énergie potentielle, c'est environ égal alors l'énergie potentielle de θ équilibre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je ne remplace pas θ par 0, parce qu'en fait ce truc-là, ça vaut moins MGL. En fait, je le fais pour la raison suivante, c'est que si je change d'exercice, parfois, calculer ça, ça peut être très compliqué. Enfin, ça va vous prendre vraiment du temps, 5, 10, un quart d'heure, 20 minutes, pour juste avoir ce terme-là. Et il ne faut surtout pas le faire.
Pourquoi? Parce que dans un instant, je dérive par rapport au temps. Et quand je vais dériver par rapport au temps, ce terme qui est une constante, il va disparaître. Donc si vous avez passé une demi-heure, voilà, j'exagère un petit peu, à calculer ce terme-là, et que vous dérivez par rapport au temps, et que tout d'un coup vous voyez ce terme qui vous a vraiment pris du temps de trouver son expression, quand vous allez le dériver, ça va faire zéro, vous allez peut-être vous dire que ça valait pas la peine. Donc en fait, je vais le garder comme ça, parce que je sais que dans un instant, il m'embêtera plus du tout ce terme-là. Le terme suivant, je ne le recopie pas puisqu'il est nul, plus MGL sur 2. Et θ équilibre valant 0, en fait, il reste θ au carré. Ce qui fait que je peux écrire l'énergie mécanique. Ben, c'est l'énergie potentielle, donc je vais le recopier. Plus MGL sur 2 θ carré, pardon, plus 1 demi de ML carré, θ point carré. Donc là, j'utilise ce résultat-là. Donc en fait, j'ai vraiment tout utilisé. Et ce que je fais maintenant, c'est que je dérive par rapport au temps. Alors comme promis au début, hein, vous avez vu que je n'écris que des calculs. Donc il y a des petits commentaires, mais cette méthode-là, bon, c'est son avantage et son inconvénient, hein, c'est que des calculs. Donc au bout d'un moment, il faut essayer quand même de s'y retrouver un petit peu parce que on est vite perdu. Lorsque je dérive par rapport au temps et que bien sûr je considère qu'il n'y a que des forces conservatives, donc j'enlève tous les frottements, il n'y a pas d'opérateur qui vient perturber le système, il n'y a pas de force non conservative, donc ça va faire zéro, hein. L'énergie mécanique se conserve. Donc on va avoir une contribution, ça va faire 0. Ici ça fait aussi 0, hein, puisque la dérivée temporelle d'une constante, ça fait toujours 0. Je dérive ce terme-là, du coup je ne l'écris pas, MGL sur 2. Je dérive θ au carré, donc là c'est des dérivées composées. Donc ça donne ceci, hein. Je dérive le θ carré, donc ça donne 2θ. Et puis après je dérive θ par rapport au temps. Je fais la même chose ici. Donc j'ai quasiment fini. Donc c'est 2θ point θ seconde. Je peux tout de suite simplifier pas mal de termes. Ce que je vois, c'est la masse s'en va. Le L qui est là, on enlève le carré ici. Les facteurs 2, ils vont disparaître également. Et il y a un terme qui disparaît, c'est θ point. Vous voyez que le θ point, il est un facteur des deux termes. Donc du coup, je peux le simplifier. Et je vais réécrire ce qui reste, et ce qui reste, c'est l'équation du pendule simple, bien connue, qu'on a déjà obtenue en appliquant, par d'autres méthodes. Moi, j'ai recopié ce qui reste, donc en fait, il ne reste pas grand-chose. Et évidemment, vous reconnaissez une équation typique d'un oscillateur harmonique. Donc la partie qui est là, on va dire que c'est oméga 0 carré. En fait, c'est la oméga 0, c'est la pulsation avec laquelle va osciller la grandeur θ. Donc on peut l'écrire, hein, on reconnaît. Ça, dans une copie, vous pouvez l'écrire, hein, l'oscillateur harmonique, ça fait partie des choses que normalement vous connaissez bien. Donc quand vous envoyez un, il faut juste le reconnaître. Et vous savez que racine de ce qui est là, c'est la pulsation. La période, c'est 2π sur oméga 0. Donc du coup, ça fait 2π racine, le résultat qu'on avait déjà obtenu, racine de pi racine de L sur G. Voilà pour les petites oscillations du pendule simple. Et donc vous avez vu que cette méthode, elle est très calculatoire, hein, donc il y a une bonne dose de calcul. Donc il faut essayer de ne pas
se perdre en cours de route. Comme chose importante qu'il faut dire, c'est qu'au début de la résolution, on dérive par rapport à la variable. Donc ici, j'ai dérivé par rapport à θ. Et à la fin de la résolution, tout à la fin, on dérive par rapport au temps. Vous pouvez quand même remarquer ça, hein. Donc au début, on dérive par rapport à θ pour trouver les positions d'équilibre, lesquelles sont stables. Ensuite, on fait une approximation de l'énergie potentielle. On dérive par rapport au temps et on trouve quelque chose qui ressemble à un oscillateur harmonique. Donc j'ai résumé rapidement la méthode. Premièrement, on trouve l'expression de l'énergie potentielle. Donc ça, c'est pour ce que je viens de faire, hein, pour le pendule simple. Donc si j'étudie un autre système où la variable c'est x, et ben, du coup, ce sera EP qui dépend de x. Je trouve les positions d'équilibre en écrivant cette équation. Je vérifie que... c'est positif là. Je reprends. Donc, position d'équilibre. Je vérifie, je prends parmi les positions d'équilibre que celle qui vérifie cette condition. Ça veut dire position d'équilibre stable. Je fais le développement limité, le développement de Taylor de l'énergie potentielle. Je n'ai pas écrit le terme qui dépend linéairement de θ, puisque la dérivée première s'annule. Donc, il ne reste que ce terme-là. Je réinjecte... voilà, donc j'utilise l'expression que j'ai trouvée ici et je la mets ici. Une fois que j'ai l'expression approchée, je la remplace dans l'expression de l'énergie mécanique. Je rajoute l'énergie cinétique. Donc là, pour le pendule simple, c'était... Bon, vous revenez un petit peu en arrière dans la vidéo. Et une fois que j'ai fait ça, je dérive par rapport au temps et en général, vous arriverez toujours à l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, on dérive par rapport à θ au début et à la fin, on dérive par rapport au temps. Voilà, donc si vous avez à peu près ce schéma-là en tête, hein, donc c'est dans d'autres exercices, ce sera la même démarche, hein, sauf que la variable, ce sera peut-être pas θ, ce sera autre chose. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.